Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur NOAH, ici au Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine. On va une nouvelle fois passer 45 minutes ensemble au cœur de cette vitrine de l'agriculture dans notre région avec les agriculteurs, les éleveurs, les spécialistes du secteur. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de NOAH, sur notre compte Twitter, #Sana2019. NOAH, la chaîne 100% Nouvelle-Aquitaine de France 3 et sur AgriWeb TV, chaîne dédiée au salon, un rendez-vous quotidien toute cette semaine autour des enjeux de l'agriculture. Aujourd'hui, on parle du défi que doit relever l'ensemble du monde agricole. Ce défi, c'est le changement climatique, péril ou opportunité, peut-être un peu les deux. Quelles sont les inquiétudes, les conséquences déjà perceptibles, les réponses, les adaptations, les sacrifices que devront peut-être faire les agriculteurs pour répondre aux défis de ce changement climatique? L'agriculture est-elle un des éléments de la solution? Peut-être, en tout cas, le champ est vaste. On en parle aujourd'hui avec Daniel Compagnon. Bonjour, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes membre du conseil scientifique d'Acclimatera. C'est un conseil scientifique chargé d'établir un bilan du changement climatique en Nouvelle-Aquitaine. Vous nous expliquerez tout cela. Philippe Péan, bonjour. Vous êtes responsable du service agronomie au sein de la coopérative Maïsadour, ici en Nouvelle-Aquitaine. Bernard Lair, bonjour. Vous êtes agriculteur dans les Pyrénées-Atlantiques, président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques et membre de la Chambre régionale d'agriculture. Et enfin, Frédéric Levrault, bonjour. Vous êtes membre de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, chargé spécialement du dossier du changement climatique. On va commencer, messieurs, si vous le voulez bien, par établir le constat, le changement climatique, qu'on soit bien d'accord, il est déjà là, présent, et il s'accélère. Daniel Compagnon, c'est la conclusion qu'on peut tirer de la somme que vous avez devant vous, ce bilan Acclimatera. Oui, alors on peut tirer beaucoup de conclusions du bilan que nous avons établi et publié l'an dernier dans ce rapport qui avait été commandé par la région Nouvelle-Aquitaine et qui a été réalisé par un consortium de scientifiques principalement de la région. Mais ce qui est important, c'est de dire, c'est que souvent on pense que c'est très loin le changement climatique. En Aquitaine, le changement observé, ça représente 1,4 degré depuis les années 60 en plus, c'est-à-dire que c'est supérieur à la moyenne mondiale de réchauffement. Donc, et on sait d'une façon générale que les régions du sud de l'Europe seront affectées dans la même proportion à l'avenir, et au fur et à mesure que ce réchauffement se poursuivra. Donc c'est déjà là, effectivement, c'est même mesuré, l'augmentation des températures. On a des effets qui sont directement observables, en particulier par les agriculteurs en termes de sécheresse, en termes d'étiage des rivières. Donc effectivement, il est là, et c'est un problème pour aujourd'hui, mais surtout, ce que je veux souligner, c'est que quand on parle des effets, il faut aussi se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que les effets aujourd'hui, ils sont là, mais ils sont gérables. Malheureusement, nous n'avons pas une prise sur la machine climatique et sur les tendances à long terme. Les scénarios qui sont en train d'apparaître comme les plus probables, compte tenu de l'inefficacité de l'action internationale et de l'action publique sur ces questions, laissent penser que le changement sera d'une ampleur très importante à l'horizon 2050 ou 2100. Donc il y a la différence entre ce qu'on doit faire maintenant face aux effets mesurés et pris en compte et ce à quoi il faut s'attendre pour un avenir plus lointain. Frédéric Levrault, chargé du dossier changement climatique à la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Concrètement, les effets aujourd'hui du changement climatique, quels sont-ils? On parlait du niveau des rivières. Est-ce qu'il y a d'autres effets concrets, visibles, tangibles aujourd'hui? Il y en a d'autres, ils sont nombreux. Ils concernent tous les territoires, toutes les filières agricoles. Des rendements en blé qui plafonnent, des dates de récolte, de vendange en viticulture qui se précocifient, des titres alcométriques, donc des teneurs en sucre, des raisins qui s'accroissent, des dates de démarrage de végétation, par exemple en arboriculture, qui se précocifient. En réalité, quand on fait l'effort de regarder de façon un petit peu exhaustive et sur l'ensemble des territoires de la région, quand on fait l'effort de regarder si le changement climatique a déjà des effets avérés sur les productions agricoles, élevage compris, la réponse est oui, et ces effets sont nombreux, concernent tous les territoires et toutes les filières. Et à l'avenir, si l'effet s'accentue, les conséquences, quelles pourraient-elles être? Ça veut dire qu'il y aura
des intempéries plus régulièrement, des tempêtes, des averses de grêle imprévisibles, des proliférations de nuisibles. Enfin voilà, comment ça va se matérialiser? Alors, votre question regroupe différentes catégories d'indicateurs ou de phénomènes. Alors, si on parle météo, en réalité, il faudrait plutôt parler climat. Personne n'est capable de vous dire s'il va pleuvoir ou pas parlons climat. Le 23 février 2047. Mais les scientifiques et les climatologues en particulier sont capables aujourd'hui de décrire dans les grandes lignes les trajectoires climatiques auxquelles nous pouvons nous attendre. Alors on peut essayer de résumer ça parce que le tableau est extrêmement complexe à décrire, mais on peut résumer ça par deux grandes tendances. La première, c'est celle d'un réchauffement qui se confirme. Donc globalement, à l'avenir, il faut s'attendre à ce que les activités agricoles se déroulent dans un climat qui sera, j'emploie le futur, plus chaud que le climat actuel. Le climat actuel étant lui-même déjà un petit peu plus chaud que le climat des décennies passées. Et le deuxième grand trait, c'est celui qui concerne, alors pas seulement les précipitations qui ne sont qu'un des déterminants de l'affaire, mais on va dire les conditions hydriques, la combinaison entre les précipitations et l'évaporation. Et le signal que nous décrivent les climatologues, c'est celui d'un climat futur dans lequel la disponibilité naturelle en eau va aller à la baisse. Bernard Lehr, vous êtes agriculteur. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, membre de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, est-ce qu'aujourd'hui il y a un consensus dans le monde agricole autour du fait que la catastrophe qu'on nous annonce, il y a des chances qu'elle arrive? Ou est-ce qu'il y a encore des sceptiques? Alors je ne sais pas s'il faut parler de catastrophe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas remettre en cause, nous, ce que disent les scientifiques. Au contraire, nous nous appuyons sur ces données pour pouvoir nous adapter. L'agriculture s'est toujours adaptée. Mais on s'aperçoit aujourd'hui quand même dans cette région diverse et variée, où nous avons des climats qui sont différents d'un bout de la Creuse ou de l'autre bout des Pyrénées-Atlantiques ou du coin des Deux-Sèvres, que l'on doit effectivement s'adapter de manière différente. Pour exemple, nous apercevons que les conditions d'implantation des semis ont été compliquées de par un excès d'eau au printemps dans le sud de la région, alors que tout le nord de la région a été frappé de sécheresse depuis plus de 4 mois, ce qui amène de gros soucis aujourd'hui d'affouragement pour les éleveurs. C'est considérable parce que nous sommes dans une région d'élevage qui s'est bâtie grâce à ses traditions, à ses cultures, et on voit aujourd'hui que ce changement climatique a un impact direct sur la production d'affouragement. Mais personne ne dit c'est temporaire, c'est saisonnier, ça passera. Non, parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même, je ne vais pas dire cyclique, mais ça fait plusieurs années que l'on voit le phénomène se répéter. Je dirais peut-être monter légèrement crescendo. Et donc, on est dans une obligation aujourd'hui de regarder cela de manière précise. Alors, en tant qu'agriculteur, on essaie de s'adapter. Mais en tant que responsable de chambre d'agriculture, nous avons mené des actions pour travailler collectivement, que ce soit avec les coopératives, que ce soit avec les institutionnels et le monde scientifique, parce qu'on a besoin d'une démarche collective aujourd'hui pour faire face à ce changement climatique, aux besoins d'adaptation des agriculteurs et peut-être même demain à amener un phénomène d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Justement, Philippe Péan, vous représentez la coopérative Maïs Adour, qui est à la fois un producteur, mais aussi un transformateur, un distributeur. Au niveau de la production, vous, les effets du changement climatique, vous les sentez déjà? On les sent clairement. Déjà par le niveau d'humidité de collecte qui ne fait que décroître petit à petit. On a une courbe nette de baisse de 2 à 3 points d'humidité en moins sur la collecte maïs depuis une dizaine d'années. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, l'humidité de collecte, c'est normalement on ramasse entre 30 et 32% d'humidité. C'est le stade de maturité physiologique. Et actuellement, on est plutôt entre du 25, 26, 27. C'est l'eau contenue dans la plante. L'eau contenue dans le grain. Et dans donc ça, effectivement, on constate une collecte qui annuellement se récolte un peu plus sèche. Et les dates de collecte ont tendance à s'avancer aussi. Et globalement, ça, c'est un indicateur très clair de somme de température disponible chez vous, sur la période maïs qui monte. Chez vous, les clignotants se sont mis à clignoter quand?
Vous êtes Alors, emparé de c'est ces progressif. questions-là depuis quand? C'est progressif. Alors nous, on avait identifié, il y a maintenant 8 à 9 ans, on a créé un service agronomique au sein du groupe Maïs Adour qui avait identifié les enjeux majeurs qui nous semblaient les futurs enjeux. On avait identifié bien sûr la qualité de l'eau, quantité de l'eau, la fertilité des sols, mais on avait identifié aussi le réchauffement climatique. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on a lancé ce thème-là, les gens étaient un peu sceptiques en me disant mais est-ce que vous êtes sûr que c'est un axe stratégique dans les 10 ans Et aujourd'hui, c'est absolument pas remis en cause. On sait que ces axes de travail sont stratégiques et on est justement en train de travailler sur tout ce qui est un pool de formation et d'accompagnement de nos agriculteurs à cette nouvelle relance agronomique qui va intégrer tout ça. Quand vous dites axe stratégique, ça veut dire question de survie? C'est de ça qu'on parle? Les axes stratégiques, pour nous, c'est de pouvoir accompagner nos agriculteurs, préparer nos agriculteurs à affronter les enjeux futurs. Et ça, c'était les enjeux qu'on a identifiés comme étant prioritaires. Frédéric Levrault, est-ce qu'il y a des cultures qui sont identifiées comme étant plus fragiles, qui sont les cibles privilégiées du changement climatique? On vient de parler de maïs, on pense à la vigne aussi. Est-ce que l'élevage, est-ce que la production de céréales, enfin... Voilà, est-ce qu'il y a des cultures qui sont plus menacées que d'autres? C'est une question qui revient souvent parce qu'on aurait tendance à vouloir sauver telle filière qui serait menacée alors que les autres ne le seraient pas. Il me semble important de comprendre que toutes les filières sont concernées par le changement climatique. Évidemment, on pourra toujours... établir sa priorité, ses priorités, sa hiérarchie. Et si on est viticulteur, on considérera que c'est la vigne qui est concernée en premier lieu. Et si on est éleveur, on considérera que ce sont les productions animales. En réalité, toutes les productions sont concernées par le sujet. Elles ont toutes une forme ou une autre de vulnérabilité. Et ce qui va faire le calendrier de l'émergence de ces vulnérabilités, c'est la vitesse à laquelle le changement climatique va continuer à se poursuivre dans notre région. Justement, Daniel Compagnon, est-ce qu'il y a plusieurs scénarios? Est-ce qu'il y a un scénario optimiste? Est-ce qu'il y a un scénario incertain? Et est-ce qu'il y a un scénario pessimiste? Oui, alors je voudrais juste faire un petit point sur ce qui vient d'être dit. C'est très important parce que vous tendez à raisonner de façon globale. Et c'est très important de raisonner à l'échelle des terroirs. On a une région extrêmement diverse en termes de terroirs, vous l'avez dit tout à l'heure, et au-delà même, je dirais, de l'échelle du département, il faut descendre en dessous. L'autre jour, j'étais à Port de Verstivière, dans un pays d'élevage, essentiellement d'élevage de bovins pour la viande. À Émoutier, ils n'ont pas de problème d'eau. Vous allez à 30 km, un peu plus sur le plateau, à Châteauneuf-la-Forêt, et là, sur cette communauté de communes, là, il y a davantage de problèmes de ressources en eau. On est dans des territoires qui varient fortement d'un domaine à l'autre. On ne peut pas avoir une approche générale, globale. C'est intéressant ce que vous dites parce que quand on parle de changement climatique, on pense à la planète comme un oui, mais le phénomène est planétaire, global. Les effets ils sont localisés. Et c'est pour ça les solutions peuvent être locales. Les solutions doivent être à la fois des solutions par type de production, des solutions par type de terroir et des solutions qui intègrent les avantages et les contraintes du terroir à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire au plus près de l'agriculteur, au plus près des personnes investies et en liaison avec les autres acteurs du territoire. Et ça, c'est fondamental parce que les solutions, elles viennent aussi de l'interdépendance entre les secteurs. C'est pour ça que c'est très bien de parler de l'agriculture face au changement climatique, mais nous, on a fait des chapitres qui portent sur autre chose et on essaye de souligner les interdépendances. C'est vrai pour la gestion des ressources. Aussi parce que l'agriculture est à la croisée de plusieurs sujets. L'agriculture, c'est de l'aménagement du territoire, l'agriculture, c'est de l'économie locale. Elle est au cœur des territoires, mais elle n'est pas seule. Et quand vous regardez ensuite la structure démographique, quand vous regardez la répartition des actifs, quand vous regardez comment un territoire génère des émissions de gaz à effet de serre, qui les génère, etc., les agriculteurs sont dans la problématique, ils ne sont pas tout seuls et les solutions, elles doivent être élaborées à cette échelle-là. En tenant compte des avantages que l'agriculture apporte aussi. L'agriculture peut être une partie de la solution, on va le voir. Pointons d'abord ce qui fâche. L'agriculture est aussi une des données du problème. Quelles pratiques agricoles contribuent le plus au changement climatique aujourd'hui? Qui veut se lancer? Frédéric Levrault. Non, la réponse Est-ce que c'est l'élevage avec la production de gaz à effet de serre?
Est-ce que ce sont les produits phytosanitaires? Expliquez-nous. La réponse est connue. L'agriculture a cette particularité par rapport à d'autres secteurs d'activité, à cette particularité que ce qu'on appelle son spectre d'émissions, c'est-à-dire les gaz à effet de serre qu'elle émet, ne sont pas de même nature que dans les autres secteurs d'activité. Dans les autres secteurs d'activité, très majoritairement, le gaz à effet de serre principalement émis, c'est le CO2, qui d'ailleurs au niveau planétaire est le gaz à effet de serre qui joue le principal rôle au niveau du changement climatique. Pour ce qui est de l'agriculture, ce n'est pas propre à l'agriculture régionale, hein, ça vaut pour l'agriculture française et pour l'agriculture d'autres pays. Le CO2 ne joue qu'un rôle mineur. Les émissions de CO2 par l'agriculture n'occupent qu'une place mineure, on va dire un petit peu moins de 10% des émissions, donc ce n'est pas grand-chose. Et les deux gaz à effet de serre principaux sont le méthane, CH4, et le protoxyde d'azote, N2O, et pour lesquels les deux principaux contributeurs sont l'élevage, essentiellement pour le méthane, et le secteur des grandes cultures pour le protoxyde d'azote via l'utilisation des engrais minéraux azotés. Donc l'agriculture régionale, si elle doit se questionner sur la contribution qu'elle peut avoir à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, peut bien sûr travailler le sujet du CO2, et elle le fait d'ailleurs, elle a même commencé par ça, mais en réalité le chantier il est sur le méthane et sur le protoxyde d'azote, donc sur les deux grands secteurs que sont l'élevage et les grandes cultures. Parlons grandes cultures. Monsieur Péan, une conséquence de la hausse des températures, pour vous, concrètement, ça veut dire quoi? Des rendements en moins, des parcelles, des surfaces diminuées, une impossibilité de cultiver le maïs? Non. Évidemment, la hausse des températures génère des stress hydriques et des aptitudes et des besoins en irrigation qui sont croissants. Mais c'est vrai qu'on a aussi des parcellaires. Plus d'eau pour que le maïs pousse. C'est-à-dire que là, la demande climatique et par la culture elle-même est augmentée, que ce soit quelle que soit la culture. Ça augmente la demande climatique. Donc à partir de là, il y a des zones de production. Nous, on a à peu près la moitié de nos surfaces qui sont non irriguées, où les aléas climatiques et thermiques génèrent une rentabilité de la culture qui est mise à mal certaines années. Donc l'introduction de nouvelles cultures, pour nous, comme le tournesol, apporte des fois des réponses concrètes, mais on sait qu'il y a certaines terres qui vont être en difficulté sur le plan économique, parce qu'en fait, c'est la clé de voûte aujourd'hui. Les agriculteurs et les exploitations du Sud ont des soucis de trésorerie immédiate, vu les cours des céréales aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a des zones de production qui sont sensibles aujourd'hui sur le plan économique, quoi. Ça veut dire forcément que l'eau est un enjeu majeur dans la question du changement climatique. Enjeu majeur, évidemment. Peut-être juste avant d'aborder l'élément de l'eau, un petit complément à ce qu'a dit Frédéric Levrault. Sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont concernées ou qui concernent l'agriculture, nous avons effectivement le CO2, le protoxyde d'azote et le méthane. Le CO2 à moindre mesure. Mais ce dont on ne parle pas assez, c'est que l'agriculture aujourd'hui, de par ses surfaces culturales, sont un formidable puits de carbone. Et c'est là tout l'enjeu de capter ce carbone. Si demain nous avions effectivement une diminution des surfaces culturales, une partie reboisée, une certaine déprise de l'agriculture, on sait que la captation par un hectare de forêt est moins importante que par un hectare de culture, parce qu'il y a une densité beaucoup plus forte. Ça veut dire que finalement, les grandes cultures sont un élément du problème, mais aussi un élément de la solution? Alors, je vais être plus optimiste que cela. On a fait une étude au niveau d'exploitation témoin, au niveau des chambres départementales, et on s'aperçoit que sur les exploitations céréalières, le bilan carbone est positif en matière de captation. Nous avons d'ailleurs une ferme référence en Charente, celle de M. Dagneau, qui est le président de la Chambre d'agriculture de Charente, et qui montre sur son exploitation de 160 hectares de céréales qu'il capte net 2188 tonnes de CO2 par an. Alors qu'il en produit? Alors, c'est le bilan. Ça veut dire que il capte. Oui, c'est le ratio en fait. C'est un ratio bénéficiaire de 2188 tonnes. C'est extraordinaire. Oui. Daniel Compagnon, sur cette question des grandes cultures. Oui, mais je ne pense pas qu'il faut raisonner en termes de grandes cultures. Il faut raisonner en termes de rapport entre type de culture, son adaptation au terroir en termes de sol, de conditions d'accès à l'eau, de conditions. Parce que
vous allez avoir des situations très différentes avec le même type de culture sur des terrains, sur des parcelles différentes. Et donc ça peut être aussi une question de réaffectation de culture à l'intérieur d'un territoire sur les parcelles qui sont les plus adaptées. Ça peut être aussi une question de diversifier des productions qui ont été localement trop homogénéisées, si vous voulez, alors que toutes les parcelles s'y prêtaient pas. Donc c'est une gestion assez fine qui peut être faite qu'à l'échelle d'exploitation ou d'organismes de regroupement agricole, de concertation agricole locale. Mais ce qui est important, c'est que, quand même, je voudrais corriger, c'est que il y a quand même les prairies humides qui jouent un rôle très important, et donc on a des milieux agricoles qui ont à la fois une capacité à capter du CO2, comme vous le disiez à l'instant, mais aussi à retenir l'eau. Quand on regarde, il faut regarder tous les services écosystémiques qui sont fournis par un milieu agricole, il faut regarder tous les co-bénéfices qu'on en retire. C'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne regardons pas seulement la filière, la culture, la technique mise en œuvre, regardons l'ensemble des facteurs et comment ils se combinent de façon positive sur un territoire. Mais cette gestion fine aujourd'hui des cultures par rapport à leur milieu, elle n'est pas déjà faite? C'est pas déjà le cas? Il y a encore des cultures qui ne sont pas adaptées à leur milieu et qu'on maintient? Frédéric Levrault? Elles le sont nécessairement, sinon elles ne seraient pas là où elles poussent, pour parler des cultures. Après, on peut effectivement avoir des points de vue différents sur le bien fondé, la légitimité, l'intérêt de telle ou telle filière dans tel ou tel territoire. Ce qui me semble important pour le périmètre régional et pour l'agriculture dans le périmètre régional, c'est que l'ensemble des acteurs du monde agricole sachent et comprennent en quoi l'agriculture contribue aux émissions actuelles de la région, de l'ensemble des acteurs économiques de la région. La région Nouvelle-Aquitaine, c'est 10% des émissions françaises de gaz à effet de serre, un dixième. Pour la plus grande région agricole de France. Oui, mais ce n'est pas la surface qui fait les émissions en changement climatique. Donc, que l'agriculture comprenne quel rôle elle joue sur la question des émissions parmi l'ensemble des acteurs économiques, socio-économiques de la région, et, comme l'a dit à l'instant Bernard Leyer, quel rôle elle peut jouer sur la question du stockage de carbone. Et c'est vrai que l'agriculture est un des rares, si ce n'est le seul, secteur d'activité qui a cette possibilité d'accroître de façon assez importante ses possibilités de stockage. Et donc, le ticket gagnant, c'est bien sûr les deux, la combinaison des deux, c'est-à-dire la réduction des émissions d'un côté et l'accroissement du stockage de l'autre, et auquel cas, l'agriculture deviendrait un acteur tout à fait précieux et apprécié, j'imagine, de l'action qui est mise en place actuellement en région pour essayer de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Quand vous soulignez ce chiffre de 10% de production de gaz à effet de serre, ça veut dire que vous trouvez qu'on en fait trop porter sur les épaules du monde agricole? Ou est-ce que c'est beaucoup? Non, qu'on se fasse un ordre d'idée. Pour vous, l'agriculture doit participer aux évolutions, ou alors la région Nouvelle-Aquitaine, l'ensemble des acteurs économiques de Nouvelle-Aquitaine représente 10% des émissions françaises. Et dans ce 10%, on a un petit tiers, un gros quart, un petit tiers, qui est représenté par l'activité agricole. C'est un petit tiers des émissions régionales. Et c'est lié au fait qu'en Nouvelle-Aquitaine, l'agriculture occupe une place proportionnellement plus importante que dans d'autres régions, dans lesquelles ce sera par exemple l'industrie qui va avoir une place plus importante. Un mot sur la gestion de l'eau, ça va devenir un enjeu essentiel. Comment on fait pour développer une agriculture climato-intelligente, et comment on fait pour avoir une meilleure gestion de l'eau si demain on se retrouve dans une situation de quasi-pénurie et qu'il faut faire des choix? Philippe Péhan, vous avez sans doute déjà réfléchi à la question, vu que la production essentielle de maïs adour, c'est le maïs, et qu'on le sait tous, le maïs, c'est une production très gourmande en eau. Comme je vous disais, donc, nous on travaille sur des outils et des services aujourd'hui qui permettent d'accompagner les irrigants et d'améliorer l'efficience de l'eau, d'avoir un pilotage de l'irrigation, et pour que la moindre goutte d'eau soit efficiente. Donc ça, c'est tout le travail qui est fait en accompagnement, conseil et accompagnement de recherche. Il y a un travail de recherche qui est fait, puisque nous on a un service, Innovation Service,
qui travaille justement avec des services climato et des spécialistes des stations météo virtuelles et qui peut nous permettre, avec des modélisations actuelles, de sortir des outils et des services qui sont parfaitement adaptés à l'accompagnement et au pilotage pour améliorer l'efficience. Il y a aussi la génétique. Oui. Il y a toute la partie génétique qui est importante, puisque la génétique aujourd'hui nous permet d'améliorer l'efficience et d'avoir un rendement en augmentation avec des quantités d'eau similaires. On a des stations de recherche qu'on a développées dans les pays qui sont beaucoup plus stressants sur le plan thermique et hydrique, comme la Roumanie, qui nous permettent d'évaluer et d'avoir un pool génétique qui est plus apte à encaisser ces stress et ces aléas. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, on sait, mais qui est une voie assez intéressante dans le futur. Travail de longue haleine, on ne sait pas quand les résultats tomberont, mais là, il y a urgence. Est-ce que vous pensez avoir des résultats je comprends. À un horizon 10, 15, 20 ans? Non, mais cet axe de travail au niveau des stations de recherche de tous les semenciers français est évidemment prioritaire depuis plusieurs années. Et ça fait déjà pratiquement une dizaine d'années qu'on travaille ce sujet-là. Et on a des variétés aujourd'hui qui sortent avec des labels aqua, des labels de meilleure performance en situation stressante au niveau hydrique. Donc ça, c'est un axe. Question, y a-t-il des productions qui vont devoir être abandonnées? Et surtout, est-ce qu'il va falloir faire venir de nouvelles cultures? Est-ce qu'il va falloir développer de nouvelles cultures, un nouveau modèle agricole autour de plantes cultivées dans les pays du Sud qui, vu le réchauffement climatique, du coup, s'acclimatent très bien chez nous? Alors, juste une minute. Oui. On a un observatoire justement qui s'appelle des Visiocrops qui a pour objectif de travailler des nouvelles cultures sur un programme de 3 à 5 ans. Alors, exemple de nouvelles cultures. Là, pour nous, c'est nouveau dans le Sud-Ouest. Pour d'autres, ça va être des cultures nouvelles, mais on teste des cultures comme le teff, des cultures comme le kia, il y a également la lentille, il y a également le pois chiche. Il y a plein de cultures qui sont testées chez nous pour voir si dans nos conditions pédoclimatiques, on sera compétitif pour pouvoir travailler ces cultures-là et apporter des possibilités. Il y en a d'autres aussi qui sont aujourd'hui qui sont testées dans notre périmètre d'expérimentation. Daniel Compagnon sur ce Oui, alors ce que je voulais dire d'abord, c'est que la question de tout le maïs, par exemple, dans la région n'est pas du maïs irrigué. Donc il ne faut pas non plus généraliser et focaliser sur un type de produit. Il y aura peut-être des terroirs où il faudra abandonner le maïs irrigué parce que la contrainte sur la ressource en eau sera telle que ça ne sera pas possible, malgré les améliorations dont on vient de parler. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas forcément une catastrophe pour l'agriculture et pour l'exploitant. Il y a des céréales de substitution qui sont moins gourmandes en eau, sur lesquelles il y a des utilisations prometteuses comme le sorgho. Donc il y a des solutions qui sont déjà, dont certaines sont déjà bien connues. Il y a les légumineuses dont on parlait à l'instant. Et puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous disiez il y a urgence climatique, il faut se méfier de ce discours-là. Il y a urgence à prendre conscience de la contrainte climatique, il y a urgence à travailler dessus, mais ce n'est pas le ciel va nous tomber sur la tête demain matin. Et donc, on a la capacité à utiliser le temps qui nous reste par rapport aux échéances qui s'annoncent, 2050, 2100. 2050, puisque c'est un marqueur important parce que le gouvernement français a fixé comme objectif national la neutralité carbone en France en 2050. Ça veut dire que les émissions résiduelles qu'on aura devront être intégralement compensées par des formes de captation du carbone ou des autres gaz à effet de serre. Et puis la deuxième chose, c'est 2100. Et entre 2050 et 2100, les choses vont changer, les défis vont changer d'ampleur. Donc il faut à la fois, comme je disais tout à l'heure, prendre en compte les adaptations qu'on doit faire maintenant, mais aussi se dire que dans quelques années, dans quelques décennies, les changements seront de toute autre ampleur. Et travailler aussi en anticipation de ces changements-là. On le voit, le défi est important. L'agriculture est en train aussi de changer de modèle. Des chiffres, hier, on apprenait que l'agriculture bio prenait un essor jamais vu. Je vais vous citer l'agroforesterie, les circuits courts dont on entend parler sans cesse. Est-ce que c'est aussi un des éléments de la solution? Le bio, l'agroforesterie, les circuits courts, ça veut dire moins de camions sur les routes Ce qui est une évidence aujourd'hui, c'est que nous avons de nouvelles attentes sociétales. Et l'agriculture doit relever plusieurs défis pour répondre à ces attentes sociétales, qu'elles soient environnementales, économiques ou alimentaires. Moi, j'aimerais quand même dire qu'en France, on a souvent tendance à se faire peur quand on se regarde
mais à se rassurer un peu quand on se compare. Donc c'est bien qu'on ait de la pression sociétale, de la pression de toutes parts, mais on s'aperçoit que nos modèles ont évolué. Il n'y a pas un modèle agricole, mais plusieurs modèles agricoles. Et un des véritables enjeux d'avenir va quand même rester dans ce changement climatique le besoin de s'adapter, mais surtout de rapprocher la production locale de la consommation locale. Et ça sera un gros enjeu, surtout vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre et des bilans carbone dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a toute une polémique qui naît là autour de l'avion. Parlons du transport maritime. Aujourd'hui, les exportations françaises de céréales et les importations se font par paquebot, par céréaliers gigantesques. Si demain, il y a des limitations drastiques du transport maritime parce que la planète est en surchauffe, ça aura forcément un impact sur l'agriculture française. Non, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'aujourd'hui, la production de céréales sert pour plus de 50% à l'alimentation locale. C'est grâce... Mais le reste est exporté. Et le reste est exporté. Mais nous ne faisons pas 100% de céréales exportées sur des bateaux qui traversent la planète. Aujourd'hui, c'est grâce à la production de céréales locales que nous avons bâti les signes officiels de qualité, du foie gras IGP Sud-Ouest, du poulet label rouge, de la viande de bovine sous signe officiel de qualité, etc., etc., etc. C'est ça la force aujourd'hui d'avoir bâti une agriculture d'exploitation familiale, diverse et variée, ce qui est la richesse de cette nouvelle région, Nouvelle-Aquitaine, et qui montre un visage vraiment fantastique. On est peut-être la première région agricole européenne, mais il n'en demeure pas moins qu'on est la première en volume, mais surtout, je dirais, en qualité, sans être très chauvin quand même. En même temps, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, quand on discute avec les représentants des filières, notamment la filière bovine, enfin voilà, des filières céréales, je ne sais pas quelle est la part d'exportation dans le maïs adour, mais ça doit être assez important. Est-ce que demain, le changement climatique peut avoir des conséquences sur la place de l'agriculture française au niveau mondial? Frédéric Levrault. Deux éléments de réponse. Effectivement, si la prise en compte des effets environnementaux du transport des marchandises et notamment du transport maritime, si cette prise en compte se traduit par une augmentation du coût de l'exportation, eh bien le curseur se déplacera un peu et augmentera la part de la production qui sera consommée plus localement au détriment de l'exportation. Ça ne la fera pas nécessairement disparaître, mais ça fera un petit peu bouger le curseur. Le deuxième élément que je suis en train d'oublier, redonnez-moi le sens général de la question. La question, c'était de savoir si l'impact du coût des transports et de la réduction des transports internationaux, quel pouvait-il être sur la place de l'agriculture française dans le monde? Oui. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'il faut quand même regarder quel est notre point de départ sur le plan climatique. La France est dans une zone de climat dit tempéré, enfin été, devrais-je dire, avec bien sûr des modulations que vous connaissez, suivant les régions. Donc la France a vocation à rester, même si ce climat est amené à évoluer significativement, la France a vocation à rester un pays de production agricole important dans le monde. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Bernard Lair. Oui, je voudrais compléter en disant qu'on ne pourra pas empêcher les échanges mondiaux, les importations, les exportations. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a eu une certaine fuite en avant de par des conditions d'accès de marché local qui étaient compliquées. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que le consommateur veut privilégier la production locale. Donc on a encore des parts de marché à gagner sur notre région Nouvelle-Aquitaine au niveau de la consommation. Et que certainement, ça va réduire peut-être une part des exportations, mais en tout cas, qu'il faut réduire la part d'importation de modèles agricoles que nous condamnons au quotidien. Nous développons des modèles agricoles que vous avez énoncés tout à l'heure, des circuits les moins longs possibles, de l'agriculture biologique, de l'agriculture raisonnée, en conventionnel. Ces agricultures-là qui sont aujourd'hui tracées, lisibles, reconnues, qui rassurent le consommateur, doivent permettre de se développer, de gagner des parts de marché locales. Et on a encore de la marge de manœuvre à ce niveau-là. Est-ce que, Philippe Péhan, on se bat avec les mêmes arbres que nos concurrents dans la compétition internationale face aux défis du changement climatique? Je dirais que nous, localement, on a des filières de qualité qui sont tracées, qui globalement
aussi assurent une qualité sanitaire finale. En maïs, on voit c'est important d'avoir des produits qui sont bien stockés, qui sont collectés au bon moment. Et donc tout ça, c'est un faire-valoir qu'on a en permanence. Et on a une qualité, et contractuellement, on peut avoir des relations avec nos clients de par cette qualité de production qui est vraiment qui est reconnue. Et ça, c'est pas le cas partout ailleurs. Ça veut dire Non. que ces inégalités, Non. elles seront renforcées. C'est pour ça que je suis d'accord avec dans le monsieur, contexte de du dire changement climatique. on a vraiment des choses à faire valoir de traçabilité, de qualité sanitaire finale que beaucoup de gens, de pays n'ont pas. Il y a Daniel Compagnon, il y a des grosses disparités nord-sud sur les conséquences du changement climatique. Oui, il y a des différences importantes d'impact selon les régions du monde et selon les latitudes. Ce qui est compliqué, c'est que les modèles climatiques tels qu'ils existent aujourd'hui si vous voulez, on a une échelle assez large et on est mal équipé scientifiquement pour prévoir les impacts à des échelles micro. Sur des petits territoires. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de pays du Sud qui seront peu en mesure d'assurer dans des bonnes conditions leur autonomie alimentaire. Donc il y aura peut-être encore des circulations. Ce qui est certain aussi, c'est qu'on va forcément vers une prise en compte du contenu carbone du transport international et ça aura un impact forcément sur les filières, sur les prix. Et c'est pour ça que je suis d'accord qu'il faut vraiment jouer la carte d'abord de la consommation française et européenne. Et n'oublions pas que les circuits courts, c'est aussi un enjeu en termes de revenus agricoles. Et que ce qui est important, c'est une agriculture qui s'adapte au changement climatique, mais aussi qui fournisse à l'agriculteur des conditions de vie améliorées, pour que à la fois l'agriculteur et le consommateur et l'environnement soient gagnants. Donc je pense que c'est la nécessité de cette réflexion intégrée. Les échanges internationaux, alors, au-delà d'un horizon d'une vingtaine d'années, on a très peu de visibilité dessus. Je pense qu'il faut pas trop spéculer là-dessus. L'agriculture qui exporte, elle s'adaptera en fonction des produits qu'on pourra exporter et s'il y aura des substitutions de cultures. L'important est vraiment qu'on prenne en compte dans les solutions qu'on adopte tous ces co-bénéfices, y compris l'impact sur la biodiversité par exemple, qui renvoie à la question des types de pratiques agricoles, des types de la réimplantation des haies, l'agroforesterie a un intérêt du point de vue de la protection de la biodiversité, laquelle renchérit sur la capacité de l'agriculture à s'adapter au changement climatique. Tout ça fait système. Frédéric Lebon. Oui, un complément de réponse sur votre question. Est-ce que la France est plus avantagée ou plus handicapée par rapport à d'autres pays et la région en particulier? Je pense qu'on a quand même un atout qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'on a... alors je ne veux pas dresser un tableau trop optimiste, hein, les évolutions attendues sont quand même inquiétantes dans une certaine mesure, les évolutions climatiques. Un peu d'optimisme ne fait jamais de mal. Mais un peu d'optimisme ne fait jamais de mal. Et il faut quand même prendre conscience que dans notre pays et dans notre région en particulier, on a accès à un niveau de connaissance extrêmement riche sur le sujet, grâce aux travaux qui ont été menés par les scientifiques. On a noué avec ces mêmes scientifiques des partenariats qui nous ont permis de développer des outils de monitoring du changement climatique en région. Aujourd'hui, n'importe quel agriculteur, n'importe quel éleveur de la région peut savoir ce qui se passe sur un plan climatique et agricole dans son département grâce à un outil qui a été développé sur le périmètre régional. Et n'importe quel conseiller, par exemple de chambre d'agriculture, peut, en utilisant des projections climatiques, analyser les principales vulnérabilités des cultures ou des productions animales sur lesquelles lui-même travaille ou elle-même travaille. Donc ces atouts-là, il ne faut pas les négliger. On n'avance pas du tout à l'aveugle. Certes, il peut y avoir des divergences entre acteurs sur la vision de demain de l'agriculture, mais il y a quand même une connaissance extrêmement riche des évolutions, de leurs effets, des voies d'adaptation, des leviers d'atténuation. Donc je dirais que le challenge, il est surtout sur notre capacité collectivement à être plutôt dans la concertation et dans la discussion, plutôt que dans le conflit et dans l'opposition sur les actions à mettre en œuvre. Daniel Compagnon, la connaissance, elle se nourrit de la recherche. Est-ce qu'aujourd'hui, la recherche a les moyens de ses ambitions pour répondre aux défis climatiques ?
Vous savez, la recherche publique a des soucis de financement, comme d'autres secteurs de l'action publique d'ailleurs. Mais là, il y a un vrai sujet. Ah oui, mais il y a un potentiel de recherche énorme en France. On a quand même, à travers les équipes de l'INRA et de d'autres institutions, on a des gens qui sont quand même tout à fait pertinents sur ces sujets-là, par rapport à bien d'autres pays, comme on le disait tout à l'heure. Donc on a un énorme potentiel. La difficulté est parfois d'arriver à faire communiquer les besoins du secteur en termes de recherche avec les programmes des chercheurs. On n'est pas toujours dans les mêmes temporalités non plus. Et ce qui est important, c'est que d'éviter de se focaliser sur uniquement des solutions techniques. Vous parliez de smart agriculture tout à l'heure, l'agriculture intelligente. Bon, c'est un truc, quelque chose à la mode, il faut se méfier des modes. Il y a déjà beaucoup de pratiques intelligentes et puis il y en a d'autres qui le sont moins. Il y a déjà beaucoup de solutions techniques qui sont viables et d'autres qui ne le sont pas parce que justement il y a plusieurs paramètres à prendre en question. Il faut se méfier de ce qui est présenté comme la solution magique tout à coup. L'innovation, c'est parfois du bon sens. Oui, d'ailleurs, et du bon sens. Et surtout, moi, ce qui me frappe quand on accompagne un certain nombre de territoires dans l'élaboration de leur PCAET, PCAET, pour nos téléspectateurs. Plans climat, air, énergie territoriaux, qui sont en fait pour les petits territoires une opportunité d'essayer de réfléchir à leur avenir, à la fois économique, environnemental, climatique et aussi en termes de pollution diverse, etc. Donc c'est un outil intéressant, et c'est très intéressant de voir que les agriculteurs qui participent à l'élaboration de ces plans dans les ateliers, ils ont une approche très pragmatique et souvent très, 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 très conquête des sujets. Et là, on a une échelle où il est assez aisé et assez intéressant de faire négocier tous les acteurs d'un territoire. Deux questions en une. On sort des élections européennes. Est-ce que l'Europe peut être une solution, ou en tout cas un cadre suffisant et pertinent? Et est-ce que le politique doit s'emparer de ces questions-là, selon vous, ou est-ce qu'il faut laisser les acteurs de terrain au plus près des territoires adapter les solutions? Il y a aujourd'hui des grandes manœuvres et puis des grandes orientations européennes. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que l'Europe peut être un formidable accompagnateur financier d'initiatives locales. Et on voit aujourd'hui fleurir des milliers de projets qui répondent à des appels à projets nationaux ou régionaux et qui permettent effectivement de fourmiller et de créer des nouvelles technologies, des nouvelles adaptations culturelles. Encore hier soir, j'étais à un projet de développement et d'innovation. On voit des entreprises privées qui ont des idées à ne plus savoir qu'en faire. Il faut arriver à canaliser par famille de projets toutes ces entreprises pour que collectivement, on puisse avoir cette émulation et ce développement. Moi, je crois beaucoup à des choses simples d'adaptation, comme aux plus fortes technologies, que ce soit dans le digital, le numérique ou la robotique. Et en ce sens, on a des marges de progrès, mais surtout de formidables enjeux pour s'adapter, pour que l'agriculture soit vraiment dans la modernité de demain. Et le deuxième élément que l'on a effleuré très rapidement tout à l'heure, c'est celui quand même de l'enjeu de l'eau. Je vais y revenir pour dire que même si aujourd'hui on est un peu annexé, on aura besoin demain, étant donné qu'il y a des excès pluviométriques à certaines périodes et de la pénurie à certaines périodes, besoin vraiment de stocker plus d'eau lorsque c'est un excédent, pour l'utiliser lorsque c'est en période déficitaire, que ce soit pour l'agriculture, l'industrie, mais aussi pour la consommation humaine. Et je tiens à dire que si nous ne faisons rien actuellement, il va manquer 1,5 milliard de mètres cubes d'eau pour la ville de Toulouse d'ici 2050. Sur cette question du rôle du politique, aujourd'hui, si les acteurs de terrain ne prennent pas les choses en main, le politique le fera pour eux. Philippe Péan. Le tout, c'est d'avoir une vision pour ça, d'être actif, d'être proactif. Et donc aujourd'hui, il y a des projets qui se mettent en place. Les projets de territoire qui sont demandés par le gouvernement, on y assiste, on est présent. On a l'agriculture, les agriculteurs sont présents, les distributeurs sont présents, les chambres d'agriculteurs sont présents aussi pour faire passer justement nos enjeux et je dirais la vocation nourricière de l'agriculture, la remettre en avant. Hein. Il est clair que ça, faut la remettre en avant et que tout le monde soit conscient qu'on a besoin des agriculteurs pour produire et être à l'autosuffisance alimentaire.
Ça, c'est une priorité. C'est une priorité. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci. Rendez-vous demain sur NOAA, sur AgriWeb TV. Rendez-vous demain 11h15. Nous évoquerons cette question, devenir agriculteur. Pourquoi pas toi? Question essentielle du renouvellement de génération, de la formation et de la transmission des exploitations agricoles. Bonne journée, à demain.